Bonjour, nouvelle journée à l'APA. Alors, aujourd'hui, je suis allée plus spécifiquement voir le traitement des problèmes reliés à la ménopause et l'explication aussi de ces problèmes-là, notamment la dépression et les problèmes vasomoteurs, soit les bouffées de chaleur. Ces deux troubles, c'est-à-dire la dépression et les problèmes vasomoteurs, sont fréquemment associés et 41% des femmes ont les deux troubles en même temps. Est-ce que ces problèmes vasomoteurs arrivent avant la dépression ou après? Selon une grosse étude, les bouffées de chaleur semblent se produire après la dépression parce que 57% des femmes ont les symptômes de dépression en premier, alors que seulement 19% des femmes ont leur bouffée de chaleur en premier. Donc, on doit considérer un risque possible de dépression quand les femmes se plaignent de symptômes de ménopause, notamment de bouffées de chaleur. Alors, ensuite, on a expliqué aussi, on explique les facteurs qui sont associés avec les risques, entre autres les stresseurs de la vie, la diminution du sommeil, le tabac, l'anxiété, etc. Et on parle aussi des troubles du sommeil particulièrement qui sont associés à ce problème. On sait que les bouffées de chaleur sont explicables parce qu'on a une zone de thermoneutre qu'on appelle, qui est de 0,4 degrés Celsius, qui a une variation de 0,4 degrés Celsius. Et si c'est plus grand que cette fenêtre de variation, il arrive des chaleurs. Et si c'est plus inférieur à cette fenêtre de variation, alors la personne gèle. Donc souvent, après la période de chaleur et de sudation, arrive la période de gel. Et les hormones sont les plus efficaces pour les symptômes vasomoteurs, donc les hormones estrogènes particulièrement. Et les ISRS vont aussi diminuer les symptômes vasomoteurs, mais à un pourcentage de 28 à 55%. Et alors que les ISRN, dont la venlafaxine, va diminuer de 35 à 58, alors que la desvenlafaxine, qui est le Pristique, diminuerait de 55 à 68%, donc est meilleur que l'Effexor pour diminuer les bouffées de chaleur, particulièrement à la dose de 100 mg. Le gabapentin, lui, peut diminuer de 50 à 70% les bouffées de chaleur, donc particulièrement chez les femmes qui ne peuvent pas prendre des estrogènes. Et les produits qui sont des produits naturels, comme le Black Cohosh, ces produits-là, même les mix de plantes, de soya, ça n'a pas montré une meilleure amélioration que le placebo. Il y a d'autres approches qui ont été aussi essayées, comme la quétiapine, qui peut diminuer entre autres la dépression, mais aussi pourrait diminuer les symptômes vasomoteurs. La duloxétine aussi pourrait être employée. C'est dans le même, la même catégorie là, que la desvenlafaxine. Et ensuite, on a parlé par après des problèmes de mémoire. C'est intitulé la conférence Mais ouais, je donc mis mes clés. Alors, à la ménopause, bien sûr, il y a des problèmes de mémoire parce qu'il y a un vieillissement du cerveau avec l'âge. Et il y a une évidence que les estrogènes ont un effet sur la cognition. Et on sait que l'exercice aussi va améliorer les fonctions cognitives. Ce qui est le plus en déclin, c'est la mémoire déclarative, c'est-à-dire les expériences personnelles, l'histoire personnelle de la personne, ou encore un retard quand on a une information, puis si on a une information et tout de suite on s'en souvient, ça c'est sûr, mais quand c'est retardé,
Donc, on apprend quelque chose, mais une journée après, on peut ne plus s'en souvenir. Surtout, particulièrement, quand c'est plus complexe à apprendre, donc dépendamment du degré de difficulté de l'apprentissage. Et l'autre mémoire qui est en déclin, c'est la mémoire spatiale, d'apprentissage spatial. Les cibles sont le cortex préfrontal et l'hippocampe. Et on sait aussi que particulièrement le cortex DLPLC, donc DLPFC, le dorsolatéral préfrontal cortex, c'est la zone de la mémoire de travail. Et il y a une étude, ça c'est intéressant, on a une étude où est-ce qu'on a essayé l'atomoxétine, le Strattera 80 mg par jour pendant 4 semaines. Et on a eu un déficit cognitif de la ménopause. On a regardé les déficits cognitifs de la ménopause. Et on s'est rendu compte que chez certaines personnes, ça pouvait mimer les symptômes du trouble déficitaire de l'attention parce qu'on leur avait fait une échelle de TDAH et que ces personnes-là étaient améliorées par le Strattera 80 mg par jour. Donc, les troubles de mémoire peuvent presque mimer le TDAH au cours de la ménopause. Ça peut être un peu plus léger, mais ça peut aller jusqu'à des symptômes presque du type TDAH. Ensuite, j'ai assisté à une conférence sur la sexualité et il y a eu des statistiques un peu décourageantes parce qu'on se rend compte que, entre autres, la période la plus, où il y a plus de problèmes dans l'étude Preside, c'est une étude finalement où 62% des femmes étaient en préménopause, mais l'âge moyen était 49 ans, mais il y avait des femmes un peu plus âgées, mais la période la plus à problème, c'était les femmes entre 50 et 59 ans pour les dysfonctions sexuelles. Et ce qui est encore plus décourageant, c'est que 86% des femmes en post-ménopause auraient un désir sexuel faible versus 48% des femmes en préménopause. C'est ce que cette étude-là nous dit. Et il y a une autre étude qui s'appelle WISHES qui a montré que le problème le plus grave à l'échelle de dysfonction sexuelle HSDD, c'était chez les jeunes femmes qui avaient une ménopause induite par la chirurgie. Donc, en fait, chez les femmes qui ont des dysfonctions sexuelles, ce qu'il faut d'abord vérifier et d'abord tenter d'améliorer, c'est la prise d'alcool, le tabac et l'exercice. Donc, voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer ces facteurs-là. En ce qui concerne le traitement, alors on peut employer des lubrifiants, on peut employer des estrogènes, Péros ou même des estrogènes topiques et une espèce de dispositif clitoridien qui s'appelle Eros, ainsi que la prise d'androgène, de Wellbutrin ou bupropion, ou encore les inhibiteurs des phosphodiesterase 5, c'est-à-dire Viagra et compagnie. Et les dysfonctions sexuelles chez les femmes, aux États-Unis, ça touche 12% des femmes de toute nature, ça peut être des problèmes de douleur, etc. Puis, la dernière chose, je suis allée à un poster, puis j'ai trouvé intéressant qu'ils fassent le test de folate. Et c'est un facteur de risque quand il y a une baisse de folate pour la dépression chez les patients diabétiques. Donc, ils disent qu'on devrait doser finalement l'acide folique chez la plupart des personnes en dépression, particulièrement les diabétiques, parce que c'est vraiment un facteur de risque. Et on peut corriger le folate ou supplémenter carrément avec l'acide folique. Voilà, c'est en résumé la journée. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.